Bien, salut à tous les amis, la famille, les potes et compagnie. Bienvenue sur la chaîne Coupé Berline pour aujourd'hui une nouvelle présentation. Ce soir, une voiture qui est clivante. On la voit déjà un peu derrière moi. Une voiture qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Que beaucoup n'aiment pas, ou du moins elle a été décriée à sa sortie. J'ai nommé la Mercedes Classe R, à mi-chemin entre le minivan et le SUV. Bien, donc le voici, Mercedes, comme je le disais, classe R 320 CDI, châssis rallongé, donc on peut voir sur la portière arrière qu'ils lui ont rajouté quelques millimètres, dans une config bien noire, vitres teintées noires, toit ouvrant. C'est un phase 1 de 2008, donc parmi les premiers qui sont sortis. Ils ont eu cette génération un facelift en 2010, puis je crois qu'il est gentiment décédé en 2011, puis pas reconduit. En fait, déjà à cette époque-là, c'est à mi-chemin entre le SUV et le monospace. Donc si tu veux, ça remplit le gap qui existe entre le Vito et le ML. Donc le classe R, lui, est conçu sur une base de ML, donc il partage avec lui toutes ses motorisations et beaucoup de pièces intérieures et les jantes notamment. Donc il a existé en 280 CDI, 320 CDI, 500 et 63 AMG en 525 chevaux. La version aujourd'hui présentée est un 320 CDI 4matic boîte 7G tronique, donc avec 7 rapports. Le moteur c'est un OM 642, donc 3 litres V6 turbo et non 3 litres 2 parce que 320, bon voilà. Alors, je viens présenter quasiment de nuit, hein, il est actuellement 20h45 parce que tu comprendras un peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Tu vois, j'ai une petite idée derrière la tête. Donc pour rappel, hein, moi je suis francophone mais je vis en Allemagne. Et j'ai la chance de bénéficier à quelques kilomètres de chez moi de ce qu'on appelle la merveilleuse Autobahn. Donc on ira faire un petit test de ce véhicule pas du tout fait pour rouler très très vite, hein, mais on verra un peu ce que ça donne en conditions. Donc celui-là il a une superbe étoile qui s'allume, on dirait un MP4 Actros, c'est génial, moi j'aime bien. Le design fait grincer des dents. Certains n'aiment pas. Moi, personnellement, je suis fan et je t'explique pourquoi. La seule raison pour laquelle je suis fan, c'est parce que c'est Mercedes. Du coup, on est dans l'esprit de la grosse Merco noire. Et là, on est typiquement dedans. La voiture est immense, elle est full black et c'est un truc que j'adore. Aujourd'hui, je pense que ça a été un peu remplacé par tout ce qui est du coup GL, puis ensuite GLS. Donc tu es dans l'esprit du maxi SUV, 7 places, 6 ou 7 places. Parce qu'on le verra, celui-ci, dans la configuration actuelle, c'est un véhicule 4 places, donc 2 places devant, 2 places au milieu, plus 2 sièges disponibles à l'arrière. À l'intérieur, voilà comment ça se présente. On a un intérieur semi-cuir Alcantara, avec un espace au milieu totalement vide. Tu vois, il n'y a pas de levier de vitesse parce que le levier de vitesse se trouve ici derrière le volant, boîte automatique, 7 rapports comme je te disais, avec les petites palettes qui vont bien derrière. Ensuite, la partie un peu intéressante selon moi se trouve à l'arrière. Donc la porte, frérot, c'est un portail, hein. Elle est énorme, elle est vraiment très très grande. Donc c'est super. Les places à l'arrière en configuration également cuir alcante, avec le petit toit ouvrant. L'espace au milieu de rangement, tu vois, tu peux mettre des choses au milieu, tu peux avoir des bouteilles ici, des bouteilles là, tu as de quoi charger ton téléphone en dessous. Les fauteuils qui sont bien amovibles et que tu peux totalement retirer également. Donc là, tu peux avancer le siège, reculer le siège et l'incliner également. Chaque chaise et siège est indépendant. Donc chaque passager peut s'occuper comme il en a envie. Un truc que j'adore, moi, c'est les petits motifs sur le tapis. J'aime beaucoup ce que ça fait. Bon, c'est pas très très propre, évidemment. C'est une voiture qui est utilisée comme daily, qui roule tous les jours, qui est parfaitement confortable grâce aux suspensions hermétiques. J'anticipe, j'ouvre le capot d'avance, tu vois, comme ça je pourrais faire le tour et montrer d'abord l'arrière, ensuite s'occuper de ce qu'il y a sous le capot. Et comme tu peux le voir, en config 4 places, le coffre est parfaitement immense. Puis ensuite tu viens rabattre ici le dossier
avec l'appui-tête qui va bien et l'assise que tu as devant qui vient se rabattre sur le siège. Voilà, donc c'est des sièges, je dirais, d'appoint. Néanmoins, ça fait parfaitement le travail. Ah, un truc trop marrant. Attends, la roue de secours, frérot. Voilà le donut que c'est. Elle n'est pas gonflée, en fait. Il y a un compresseur fourni avec. C'est à toi de gonfler ta propre roue de secours. Donc, autant te dire, crève pas, frérot. Voilà, soft close, ça fait toujours plaisir. Bien, on passe au moteur. Donc, un moteur qui, sur la fiche technique, est globalement impressionnant. Enfin, je dirais que c'est un peu plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir. 3 litres V6, simple turbo. Donc, turbo qui se trouve au milieu, entre les deux banques de cylindres, entre le V. Qui sort 224 chevaux, boîte 7. Donc, c'est somme toute respectable. Mais ce n'est absolument pas une voiture de performance. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est un minivan. Minivan, SUV, transport de personnes. Par contre, ça se mouvoie dignement, c'est-à-dire que ça se déplace sans avoir besoin de faire hurler tes 224 poneys, frérot. Très bien, nous voilà ici. Ce moteur qui a une très bonne réputation, donc diesel, turbo diesel classique, très bonne réputation, consommation raisonnable à l'égard du gabarit du véhicule. Tu peux tomber à 8 litres au 100 sur autoroute en stabilisé avec ton régule, monter à 12 litres au 100 en ville. Ce véhicule, on a eu, sur toute la durée d'ownership, comment on dirait, de propriétariat, je ne sais même pas si c'est un mot, sur toute la durée où on l'a eu, qui n'a eu qu'une seule, entre guillemets, panne, mais qui n'est pas tellement critique vu que le véhicule continue à rouler, c'est juste qu'il perdait de la puissance, c'était un enfer. Il faut savoir que au-dessus du turbo, il y a ce qu'on appelle le M77 qui est basiquement l'actuateur de turbo. Donc c'est celui qui va ouvrir et fermer la wastegate. On l'a changé en pensant que c'était lui, mais non, le problème continuait toujours. Autre truc, c'est que ce véhicule est équipé de ce qu'on appelle des swirl flaps. Je mettrai quelques petites photos et un lien dans la description pour un peu expliquer ce que c'est. Grosso modo, c'est un système qui permet de créer des turbulences dans l'admission afin de gaver un peu plus d'air chaque cylindre au moment de la combustion dans des phases à bas régime. Donc, c'est-à-dire quand tu es en stationnaire, quand tu roules à bas régime, etc. Donc ça permet d'aller chercher des micro-optimisations de performance quand tu es à l'arrêt et de limiter les émissions polluantes, etc. etc. Tu connais. Il se trouve qu'il y a un petit moteur actuateur de ces swirl flaps, donc c'est des petits clapets, un petit volet qui sont activés par un moteur électrique qui est super mal placé dans le moteur et qui a tendance à mourir avec les années du véhicule. C'est le même problème pour beaucoup de 320 CDI OM 642, je le répète, qu'on retrouve sur CLS, ML, sûrement classe E peut-être, donc ça a été mis un peu partout. Et ils ont tendance à mourir de cet endroit-là. Et si tu veux, fondamentalement, dans l'utilisation du véhicule, c'est absolument pas dramatique. Mais ton calculateur va détecter un problème moteur et te brider tes performances. Ce qui sera un enfer à rouler quand ton véhicule fait 2 tonnes 3. Mais à l'heure actuelle, tout se passe très très bien. Nous avons réparé ça. Ce véhicule est en super forme et on va l'essayer maintenant. Nous voilà à l'entrée de l'autobahn. La raison pour laquelle je viens si tard, c'est parce que je cherche un maximum à apprécier le fait qu'il n'y ait pas grand monde sur les routes. Donc là actuellement j'ai uniquement le toit ouvrant qui est décalé ouvert. Et ça commence déjà à me gêner, donc je ferme. Et nous voilà partis. Comme je disais, ça n'est vraiment pas une voiture de course. Cependant, c'est doté d'une grande stabilité quand même à haute vitesse. Nous voilà qu'on frôle les 200 km/h sur une 2x2. Et pourtant, ça se passe vraiment bien.
Voilà, nous voilà à 200 km/h. Je vais mettre un petit coup de régule parce que on est dans un tournant et je remettrai plein gaz juste après. Donc à ma décharge, je me répète, je suis actuellement sur Autobahn où c'est parfaitement légal de rouler à des vitesses comme ça. Je suis pas loin de Cobourg, une ville en Bavière, donc pas très loin de là où j'habite. Et actuellement, on cruise à 198 km/h compteur, soit un petit peu moins sûrement au niveau GPS. Donc là, ça montait, la voiture avait un peu plus de mal. Et là, on arrive sur un genre de faux plat, donc on peut continuer à prendre de la vitesse. Donc là, je remets gaz en grand, nous voilà à 211, ça descend. Donc là, on est dans le toboggan. Très stable, 220 km/h en courbe, rien à dire. Nous voilà maintenant à 225 km/h. Et j'ai l'impression qu'on plafonne un peu à ces vitesses-là, soit 225, 230. Comme tu peux apprécier, frérot, il n'y a vraiment personne sur les routes à cette heure-là. Donc c'est le moment le plus agréable. Donc par principe, je vais essayer d'atteindre les 2,30 puis je relâcherai. Par principe, va-t-il les afficher? Oui, nous voilà à 230 km/h qui est pas loin d'être la Vmax parce que je ne vois pas aller beaucoup plus vite. Hop, et on va gentiment prendre les freins et arriver dans une zone qui n'est toujours pas limitée, étonnamment. Mais je crois que ça ne saurait tarder, connaissant un petit peu la route. Je crois que ça ne saurait tarder. Bien frérot, et écoute, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, lâcher un commentaire, faire tout ce qu'il faut comme ils disent les autres youtubeurs, j'en sais rien. La chaîne grossit gentiment, ça fait plaisir. J'espère que c'est un plaisir partagé. Allez, ciao!